On va rester justement du côté russe, près de Saint-Pétersbourg. Comment vit-on la guerre dans les familles? On avait dit que lorsque les cercueils reviendraient, la société russe commencerait à regarder Poutine différemment, avec un autre regard. Margot Haddad est allée auprès de ces familles pour savoir comment elles vivaient cette situation des soldats au front et certains qui reviennent morts. Reportage. Maxime est le symbole de cette guerre que nous ne voyons pas sur le sol russe. Ce soldat de 39 ans rentre du front après 1 an de combat dans la ville de Kremina. J'ai accompli mon devoir. Je dois montrer l'exemple à mes enfants. Je ne peux pas perdre le moral devant eux. Il est toujours compliqué d'arracher quelques mots aux soldats russes. Ils le savent, critiquer l'opération spéciale est passible d'une peine d'emprisonnement. À chaque échange, la rhétorique du patriotisme prend le dessus. Là-bas, l'armée russe fait son travail. On traite pas mal la population. Ce n'est pas vrai. Ceux qui nous critiquent ne sont pas sur le terrain. Ils sont tranquillement sur leur canapé. Ce qu'il ne nous dit pas, c'est que sa femme, Olga, a dû accoucher de leur dernier enfant sans sa présence. Une période très compliquée pour toute la famille. C'était une période très difficile pour nous. Il a été appelé quand j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai dû vivre ça seule. En attendant son retour pour une permission, elle a pu trouver un soutien psychologique grâce au comité des familles de soldats. Cet organisme existe dans chaque région du pays. Je soutiens les familles en aidant les soldats sur le front, avec de la nourriture, mais aussi en apportant une aide pour les familles qui sont ici. Un moyen d'apaiser les familles qui veulent à tout prix revoir leurs hommes et qui l'expriment péniblement. Je comprends les femmes qui manifestent pour le retour de leur mari. C'est long. Je n'ai pas vu mon mari depuis 1 an. On pourrait faire des rotations. Ça y est, il a accompli son devoir. Il devrait pouvoir rentrer. Et quand on demande à sa fille Lena, 17 ans, si elle trouve la mission de son père trop longue, elle ne peut retenir ses larmes. Oui, mon père me manque. J'ai besoin de sa présence physique. Ces familles meurtries le savent. L'opération spéciale n'est pas prête de s'arrêter. Vladimir Poutine a augmenté de 15% le nombre de soldats au sein de l'armée russe. Voilà, reportage de Margot Haddad avec Elena Dabak et Valentin Baudrov. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce reportage? Ce sont les larmes de cette adolescente ou l'impassibilité des parents? Écoutez, apparente, passibilité apparente. On voit la conséquence sur la population de la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine, mais aussi de l'indoctrination de la population qui se passe depuis longtemps, qu'il y a des gens qui en souffrent. Si, je veux bien croire, mais sauf que pour moi, en tant qu'Ukrainienne, je voudrais aussi voir plus de reportages des familles ukrainiennes qui sont divisées, qui à cause de ce que Poutine fait sur le territoire ukrainien. Je veux bien... Ben oui, parce que justement, il y a beaucoup de familles qui ont perdu leur mari, leur fils sur le front, qui n'ont pas vu aussi peut-être dans certains cas, n'ont pas vu leur mari depuis longtemps, mais c'est à cause de Poutine et ce que lui il a fait. Là, on montre le pays d'agresseur, qu'il en souffre. Ben, je suis bien d'accord qu'il faut montrer tout parce que vous êtes des journalistes. C'est la réalité. Mais parce que ce ne sont pas ces familles qui ont décidé la guerre. Si. Et on a beaucoup Écoutez, montré. Je suis pas un d'accord vaste sur débat. Ce point-là, parce que je veux bien croire qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre issue que d'aller sur la guerre, d'aller rejoindre les rangs de l'armée russe. Mais écoutez, il y avait des possibilités, des décisions qui étaient prises avant, et c'est leur responsabilité, malheureusement, pour ce qui est fait en Ukraine par eux-mêmes, par leurs propres mains. On a par ailleurs montré beaucoup la réalité ukrainienne depuis le début de cette guerre. Et là, effectivement, la société russe subit en grande partie, il y avait un remarquable papier de l'historien Sergueï Vetritchev. Je dis de mémoire, j'ai une très mauvaise mémoire. En tout cas, c'est à retrouver dans Le Monde et sur le site
de Galia Kerman d'Esk Russie sur la façon dont les populations russes supportent cette guerre. Et ils la supportent d'ailleurs. Alors, c'est pas tout à fait le même profil sociologique. Ils la supportent parce que dans le fond, elle ne fait rien perdre à ces populations, cette guerre, parce qu'ils n'ont rien. Et que, éventuellement même, ils y gagnent par l'argent que donne Poutine pour récompenser ceux qui partent au front. C'était très impressionnant. La douleur est la même, bien sûr, du côté ukrainien et du côté russe. La seule chose, c'est que, juste avant le reportage, il était dit le retour des cercueils, etc. Ce n'est pas des cercueils qu'on a vus. Près de Saint-Pétersbourg, on a vu un soldat qui rentrait chez lui, famille heureuse, pleurante bien sûr, les autres, etc. Mais pas les cercueils. Les cercueils, ils rentrent en Bouriatie, en Ingouchie, etc. Donc le très grand problème, il y a un décalage entre, si vous voulez, ce que l'on attendait de ce reportage et ce que l'on voit. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même terreur, c'est pas la même douleur. On ne voit pas les cercueils. Or, la référence au cercueil est extrêmement importante. C'est l'Afghanistan, c'est le retour au cercueil. Ce sont les mères qui ont vu revenir les cercueils en zinc. Et je pense qu'effectivement, lorsque la guerre a commencé, on s'est dit, on avait en référence l'Afghanistan. Et les mères qui se sont mobilisées autour de leurs fils qui sont allés se battre là-bas. On n'a pas, jusqu'à présent, en tout cas de manière significative, ce type de phénomène dans la société russe, malgré un nombre de victimes considérable. Sans doute parce que les enfants de l'élite des grandes villes, ils sont partis dans les premières semaines. Ils sont allés en Géorgie ou en Arménie ou en Europe et ils sont exemptés d'aller se battre en Ukraine et que effectivement c'est ceux des zones les plus marginales ou les plus extérieures qui sont aujourd'hui sur le front et qui souffrent le plus. Donc on n'est pas tout à fait dans les types de scénarios qu'on imaginait au début de la guerre. Il n'y a pas de caméra à Ingouchie. Mais il y avait ce récit, encore une fois, de l'historien qui était remarquable. Oui, absolument. Merci pour le nom. Mais qui raconte très précisément qu'en réalité, dans ces provinces reculées, que les gens s'enrichissent. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un cercueil arrive, il arrive avec une énorme solde qui permet à des familles de s'enrichir, mais pour plusieurs années. Que le chômage est de 30%. Et dans des régions effectivement reculées où le chômage est extraordinairement haut, ce qui change le quotidien des gens qui vivent dans les régions les plus reculées de Russie. Ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'en réalité, il y a ce mouvement qui monte, qui se fissure, qui se craquelle peut-être dans la société russe, pas suffisamment probablement, mais tout ça est accompagné d'une annonce d'augmentation des effectifs à nouveau, plus 15%. On va enregistrer l'arrivée dans les rangs de l'armée russe de plus de 170 000 hommes, ce qui correspond à peu près, peu ou prou, aux pertes enregistrées sur le front d'hommes tués ou en état de combat. Donc, en réalité, la mécanique se poursuit et ces femmes qui se plaignent de ne pas voir rentrer leurs hommes, elles pourraient se plaindre encore forcément un peu longtemps. Vous vous souvenez de cette publicité, on en avait parlé il y a quelques mois, de l'armée russe, où on voyait un homme qui s'apprêtait à vendre sa Lada parce qu'il n'avait plus les moyens de vivre, etc. Et son petit-fils était venu en disant « Ne la vends pas, je rejoins l'armée et la famille va pouvoir vivre ».